Bonjour, bienvenue au Parlement européen à Bruxelles pour un nouveau numéro d'Europe Hebdo. Et cette semaine, on s'intéresse aux revenus extérieurs des députés européens, les possibles conflits d'intérêts. On en a beaucoup parlé lors de l'audition de Sylvie Goulard, candidate à la Commission européenne retoquée. Notre reportage avec l'ONG Transparency International, un soupçon de conflit d'intérêts au Parlement européen. 30% des députés européens ont des activités rémunérées en plus de leur mandat. Et vous allez le voir, il est très difficile de savoir, de prouver s'il y a un conflit d'intérêts entre ses activités extérieures et son mandat de député européen. L'ONG réclame la création d'une autorité chargée de veiller à la transparence de la vie publique dans les institutions européennes. Sur ce plateau, m'ont joint trois invités. Sylvie Guillaume, bonjour. Vous êtes eurodéputée socialiste depuis 2009, réélue en mai dernier. Vous avez été, et ça intéresse notre sujet, vice-présidente du Parlement européen lors de la précédente législature. Merci d'être venue. Manon Aubry, bonjour. Vous êtes députée européenne du groupe de la gauche unitaire européenne, ici au Parlement européen. Toute nouvelle élue, en mai dernier, élue sous les couleurs de la France insoumise. Merci d'avoir accepté mon invitation. Enfin, Jean Quatremer, merci d'être venu. Vous êtes le correspondant du journal Libération ici à Bruxelles. Ça fait 30 ans que vous sévissez ici et vous n'avez toujours pas été retoqué, vous. Et ils essayent. On ne lui demande pas ses revenus extérieurs, c'est pour ça. Alors, juste une précision. On a essayé d'inviter un ou une eurodéputée du groupe Renew Europe, le groupe de Sylvie Goulard. Impossible, ils étaient tous en réunion de groupe à Francfort. Alors, avant d'aborder notre dossier, un mot sur le Goulargate. Au terme d'une deuxième audition, les eurodéputés ont rejeté jeudi dernier la candidature par 82 voix contre 29 et une abstention. Sylvie Goulard a longuement été interrogée sur l'affaire des emplois fictifs au Parlement et sur ses activités rémunérées 10 000 € par mois par une fondation américaine alors qu'elle était eurodéputée. On regarde, on réagit juste après. Coup de tonnerre au Parlement européen. La candidature de Sylvie Goulard, choisie par Emmanuel Macron pour devenir commissaire, est rejetée par les eurodéputés par 82 voix contre 29. Dans un tweet, Sylvie Goulard prend acte de la décision. Je prends acte de la décision du Parlement européen dans le respect de la démocratie. Je remercie le président de la République et Ursula von der Leyen pour leur confiance et tous les députés qui ont voté pour moi. Dans sa dernière audition jeudi dernier, les parlementaires pointaient à nouveau les deux enquêtes dont elle fait l'objet. Son travail pour un think tank américain, alors qu'elle était députée européenne. C'est l'eurodéputé France Insoumise Manuel Bompard qui prend la parole. Pensez à ces ouvriers, ces employés, ces salariés, aujourd'hui au chômage en raison de l'appétit féroce de quelques financiers. Pensez-vous leur donner confiance alors que vous avez reçu 330 000 € au total de la part du propriétaire d'un fonds vautour américain? Et l'affaire des emplois présumés fictifs au Modem qui avait déclenché son départ du gouvernement. Damien Carême, pour les Verts, interpelle Sylvie Goulard. Pourquoi avez-vous estimé nécessaire de démissionner du ministère de la Défense lorsque les accusations concernant les emplois fictifs du Modem sont sorties? Et pourquoi vous ne voyez aucun problème à être commissaire aujourd'hui alors que la situation judiciaire est bien la même? Comment votre situation personnelle n'aurait-elle pas de conséquences sur votre action comme commissaire? Ne serait-ce pas une manière de créer un problème pour toute la Commission européenne dans un moment si décisif pour l'Europe? Moi, la seule chose que je vous demande, c'est que vous jugiez une personne, un parcours. Vous avez dit, Monsieur Bellamy, que vous n'étiez pas là pour juger, peut-être que vous évaluez. Personnellement, je trouve que ce mandat est exaltant. J'espère que vous me donnerez la chance de l'exercer aux côtés de Madame von der Leyen. Sylvie Goulard retoquée, un camouflet pour Emmanuel Macron, qui avait pris le risque de la choisir, malgré les affaires, malgré les assurances qu'il avait reçues aussi. Moi, je me suis battu pour un portefeuille, j'ai soumis 3 noms. On m'a dit, votre nom est formidable, on le prend, et puis à la fin, on me dit, finalement, on n'en veut plus, les mêmes. Donc il faut qu'on m'explique. Chez les eurodéputés, il y a ceux qui regrettent une candidate qui s'est toujours battue pour l'Europe. Je la connais bien. Elle se bat depuis des décennies, depuis 30 ans, pour l'Europe. Et je lui accorde cette bonne foi. Et il y a ceux pour qui cette candidature était vouée à l'échec. Il y avait un conflit d'intérêts, il y avait un problème judiciaire, même si elle est toujours innocente, en suspens. Et puis surtout, il y a une maladresse énorme de Macron qui a donné, je répète, l'impression à tous les députés européens que finalement ils étaient, j'allais dire, la deuxième division et qu'on pouvait envoyer ce qu'on ne voulait pas au gouvernement français, on pouvait l'envoyer à l'Union européenne. Et le temps presse, la nouvelle commission est censée entrer en fonction le 1er novembre, même si un report
est désormais envisagée. Voilà, la candidature de Sylvie Goulard a essuyé un rejet cinglant des eurodéputés. Comment vous l'expliquez, Sylvie Guillaume? Je crois qu'on a fait un peu le tour de la question. Il y a l'attitude personnelle de la candidate. Il y a cette façon, effectivement, que le président de la République française a de considérer que finalement c'est une formalité, que tout ce qui pourrait être reproché à la candidate n'a pas d'importance du moment qu'il a une mainmise sur la décision. Mais moi, il y a deux autres choses qui me semblent extrêmement inquiétantes et qui, je crois, vont marquer d'une certaine manière comme une phase fondamentale, institutionnelle et politique. C'est que, on n'interroge pas, par exemple, la candidate sur qu'est-ce qu'elle va faire dans son portefeuille quand on a la défense, le spatial, le marché unique, le numérique, sur son rapport au lobby. On y viendra peut-être. Mais qu'est-ce qu'elle se réfugie derrière? Il y a une règle qui est celle de la Commission européenne depuis 2014, où on ne rencontre que des lobbies qui sont inscrits sur le registre de transparence. Ça ne suffit pas. Sur ce type de dossier, c'est évidemment fondamental. Et deuxièmement, je trouve que franchement, le portefeuille français tel qu'il est peut interroger un certain nombre de partenaires européens. C'est très vaste. Il faut une maîtrise d'énormément de dossiers. Et je ne suis pas sûre que cette candidate avait réellement cette technicité. Manon Aubry, un camouflet adressé à Emmanuel Macron? Oui, je crois que c'est un camouflet, mais qui n'était pas évident, il faut le dire, parce que quand on a commencé la bataille, nous, d'abord en commission des affaires juridiques, à ce moment-là, il n'y avait que quelques républicains français avec nous. Et j'ai beaucoup d'amitié pour les socialistes français, mais le groupe socialiste a défendu pendant plusieurs réunions et en réunion de coordination Sylvie Goulard, avant, pour la plupart d'entre eux, le jour même, de ne pas voter en sa faveur. En réunion des coordinateurs, j'ai assisté aux réunions des coordinateurs, notamment en commission des affaires juridiques. Et là, le représentant socialiste a défendu Sylvie Goulard. Mais je pense qu'il faut tirer des leçons. Il faut tirer des leçons. On revérifiera avec votre coordinateur socialiste. Tout à fait. S'il y a des désaccords au sein de votre groupe, c'est regrettable, mais c'est une chose. Et je crois qu'il faut tirer plusieurs leçons de cette séquence. La première, c'est d'abord que l'analyse et l'examen des conflits d'intérêts au sein du gouvernement, au sein des institutions européennes, n'a pas complètement fonctionné. Parce qu'elle a passé cette première étape, on va en parler, alors qu'elle n'aurait pas dû passer cette première étape. Et la deuxième chose, c'est la réaction d'Emmanuel Macron. C'est un peu comme un enfant à qui on a enlevé son jouet, en fait, et qui dit je comprends pas, rendez-moi mon jouet. Et en fait, j'ai envie de lui dire bienvenue en démocratie. Il ne peut pas faire à Bruxelles ce qu'il fait à Paris. Il ne peut pas imposer des décisions aux représentants, au Parlement européen. Et je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle que le Parlement européen démontre une certaine indépendance dans la prise de décision, même si il y a du jeu politique là-dedans, il faut le reconnaître. Et la dernière leçon que je veux tirer, c'est que j'espère que ça va nous permettre de changer les règles du Parlement européen et d'interdire les sources de rémunération annexes, parce que derrière tout ça, il y a l'immoralité de quand on est député et déjà plutôt bien rémunéré, de toucher des sommes annexes et de répondre à des intérêts privés. Jean Quatremer, le Parlement européen sort renforcé de cette histoire? Oui, il s'est renforcé, mais il a déjà été... Je veux dire, c'est pas la première fois que le Parlement européen rejette des candidats. En 2004, il a rejeté 2 candidats, dont le commissaire italien. Ensuite, en 2009, il en a rejeté 1. En 2014, aucun. Et cette fois-ci, 3. Donc, c'est pas très nouveau que le Parlement européen joue son rôle de contrôle démocratique. Non, je trouve que ça interroge beaucoup cette affaire. Enfin, il y a deux personnes qui sont touchées. Macron, je ne vais pas y revenir, Emmanuel Macron, parce qu'il était effectivement dominant au sein de l'Union européenne depuis le mois de juillet, où il avait réussi à imposer l'ensemble de ses candidats aux différents postes de direction de l'Union européenne. Donc c'est extraordinaire. Et puis d'un seul coup, à nouveau, il se plante. Et ça pose la question de Emmanuel Macron, directeur des ressources humaines. Parce que quand même, il faut rappeler qu'avant Sylvie Goulard, alors que tout le monde lui avait dit dans son entourage, ses alliés politiques, ne la désigne pas parce qu'elle ne va pas passer l'étape du Parlement européen, il y a été. Parce que, je ne sais pas, une arrogance, une incompréhension, je ne sais pas. Mais avant ça, il y avait eu Nathalie Loiseau quand même, qui avait été quand même une erreur de casting monumentale de nommer Nathalie Loiseau comme tête de liste de En Marche. Ça a été un miracle que En Marche se tienne bien pendant toute la campagne. Je veux dire qu'il a fallu, beaucoup de gens ont été votés en disant vote En Marche, en dépit de Nathalie Loiseau, qui avait un côté, oui c'est ça, une espèce d'élite méprisante, qui avait du mal à passer. Deuxième chose, c'est Ursula von der Leyen.
faut pas l'oublier dans le tableau. Parce que Ursula von der Leyen, c'est elle qui a... Présidente de la Commission ? Oui, présidente de la Commission allemande. Donc c'est la candidate d'Emmanuel Macron aussi. Hein, donc quelque part, le DRH Macron qui est quand même mis en cause. C'est elle qui a taillé ce portefeuille pour Sylvie Goulard. C'est elle qui a soutenu Sylvie Goulard comme candidate. C'est quand même sa candidate aussi. Sinon, elle aurait pu dire à Emmanuel Macron, écoute, elle a des affaires, donc je ne peux pas la prendre. C'est déjà arrivé dans le passé qu'un président de commission rejette en amont un candidat. Et là, elle est quand même sévèrement atteinte. Ce qui veut dire que, à mon avis, elle est affaiblie si elle passe, parce que je ne suis pas du tout certain maintenant que la nouvelle commission... Juste sur sa candidature à elle-même. Hein, voilà, je pense que là, elle est très affaiblie. Donc si jamais elle passe, elle sera entre les mains du Parlement européen. Et c'est de ce point de vue-là, c'est l'affaiblissement institutionnel de la Commission qui fait que ça va renforcer le Parlement européen et le contrôle du Parlement européen sur la Commission. Sur quoi ça va déboucher, je n'en sais strictement rien. On peut célébrer la démocratie, c'est très bien, mais on peut aussi s'inquiéter du fait que plus personne ne peut savoir ce qui va se passer dans les mois, dans les années qui viennent. La nouvelle commission, donc très probablement le 1er décembre prochain. Oui. Qui pour remplacer Sylvie Goulard ? La perle rare. La perle rare. On parle de Florence Parly, Ségolène Royal, Michel Barnier. Non. Écoutez, il faut être sérieux. Michel Barnier, c'est un homme du passé. Ségolène Royal, il ne faut pas plaisanter. Je veux dire, on va se ridiculiser une nouvelle fois en Europe. Ça va, quoi. Florence Parly, elle a dit non 2, 3 ou 4 fois. Donc, non, ça va être quelqu'un d'autre. Et le problème, c'est que ça risque de ne pas être une femme. Parce que le Parlement européen a tué une femme. Et là, la France peut dire, écoutez, moi, maintenant, voilà, mes autres candidats, c'est un tel ou un tel. Vous aurez noté que le président de la République française dit « j'ai proposé des noms ». Et après, il dit finalement, les noms ne m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse, c'est le portefeuille. Et j'y reviens. Cette question de portefeuille, cette question reste entière. Il est trop grand, il est inadapté. C'est un portefeuille gigantesque par rapport au rapport de force dans l'Union vis-à-vis des commissaires. Et ça pose réellement un problème de contrôle sur d'autres commissaires. Dans tous les cas, on espère qu'il sera un peu plus vigilant d'un point de vue éthique sur qui l'on verra. On va passer à notre enquête au Parlement européen. La lutte contre les conflits d'intérêts reste balbutiante. Un tiers des 751 eurodéputés élus en mai ont des activités rémunérées en dehors de leur mandat. Ils obéissent à un code de conduite très peu dissuasif. On regarde le reportage et on réagit juste après. Bruxelles, son Parlement européen. Ces 751 députés, au salaire plus que confortable, 8 700 € bruts par mois. Des députés européens qui ont tout de même le droit de travailler ailleurs et de percevoir des revenus extérieurs, pourvu qu'ils s'en tiennent au code de conduite. La règle, c'est qu'il n'y a pas d'interdiction à avoir une autre activité ou un revenu additionnel, à la condition qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts. C'est-à-dire que cette activité n'entraîne pas un conflit d'intérêts avec votre activité de député. Par exemple, vous ne pouvez pas prendre des textes législatifs sur l'industrie du pétrole et travailler chez un pétrolier. Voilà. Ça, c'est absolument pas possible. Pas de conflit d'intérêts. Seulement voilà, le système au Parlement européen est un peu trop permissif en matière de rémunération externe. Raphaël Kergono travaille pour l'ONG Transparency International. Il a collecté les déclarations de revenus de tous les eurodéputés. Elles sont publiques sur le site du Parlement européen. Résultat, un tiers des eurodéputés de la nouvelle Assemblée élue en mai ont gardé une activité rémunérée en supplément. Parmi eux, 48 ont déclaré un revenu annuel supérieur à leur salaire de parlementaire. Parmi les 10 élus qui gagnent le mieux leur vie en dehors de l'hémicycle, des gains allant de 240 000 à 960 000 € par an, 5 sont britanniques et tous issus du Brexit Party, y compris leur chef de file, Nigel Farage. En 5e place de cette étude, le Belge Guy Verhofstadt, ancien Premier ministre. Le premier Français est en 14e position, l'élu du Rassemblement national, Jérôme Rivière. De là à ce qu'il y ait conflit d'intérêts, impossible à savoir. Les descriptions des fonctions leur garantissant leurs revenus supplémentaires sont parfois trop vagues. Souvent, les descriptions des activités elles-mêmes ne sont pas précises. On a trouvé des députés qui rapportent juste avocat, sans savoir pour quel cabinet d'avocats, dans quel domaine économique on agit, consultant. Nous avons même un député qui a juste marqué activité économique, 5 000 à 10 000 €. Et le problème quand on marque des activités qui ne sont pas précises, enfin des descriptions qui ne sont pas précises, ça ne nous permet pas de savoir s'il y a potentiellement un conflit d'intérêts ou pas. Et s'il y a conflit d'intérêts, le code de conduite n'est que très peu dissuasif. S'il y a doute, le président du Parlement peut saisir un comité consultatif sur la conduite des députés, formé de 5 eurodéputés.
Au cours de la précédente législature, un total de 24 violations du code de conduite a été signalé. Mais aucune sanction n'a été prononcée par le président. Le problème, c'est qu'on avait un comité déontologique qui n'a pas fait son travail de sanctionner et de demander des comptes. Quand vous voyez qu'il y a une rétribution importante d'un député qui vient de l'extérieur, le minimum, c'est de savoir d'où ça vient. Est-ce que ça vient d'un lobbyiste? Est-ce que ça vient d'une boîte qu'avait fondée le député? Enfin, je veux dire, ça, c'est de la transparence. Emmanuel Foulon travaille depuis 10 ans au Parlement européen. Et des conflits d'intérêts concernant des eurodéputés, il en a vu pas mal dans sa carrière. Lors du mandat précédent, on avait Rachida Dati qui faisait partie de la commission entreprise et énergie, mais qui, à côté de son salaire de députée européenne, touchait un salaire de plus de 10 000 € pour être entre autres avocate, et que parmi sa liste de clients, il y avait des entreprises qui étaient liées à l'énergie, des entreprises qui étaient impactées par ces prises de décision au sein du Parlement européen. Alors évidemment que ça jette le doute. Et ça jette le doute sur son travail à elle, mais de manière générale à toutes les instances des institutions européennes. Donc je pense qu'il y a quelque chose à faire au sein du Parlement européen, au sein de la Commission européenne aussi. Et puis, quand ce qui est légal n'est pas éthique du tout, alors il est peut-être temps de changer la loi. Changer la loi, c'est l'avis de l'eurodéputé allemand Daniel Freund. Il travaillait chez Transparency International jusqu'à cet été. Il a une proposition. Moi, j'ai proposé qu'on met une limite maximale des revenus qu'on peut avoir en externe pour éviter justement qu'il y ait des conflits d'intérêts. Et on s'est basé sur l'exemple qui existe déjà au Parlement aux États-Unis, où les revenus externes sont limités à 15% du salaire des députés. Et moi, je pense que c'est une bonne proposition. Autre proposition, la création d'un comité d'éthique indépendant pour l'ensemble des institutions européennes. En attendant, et contrairement aux commissaires européens, aux fonctionnaires ou même aux assistants parlementaires, un député européen qui quitte son mandat peut toujours travailler chez un lobbyiste ou autre. Là aussi, il n'y a pas de règle. Voilà, quand vous regardez ce reportage, vous dites quoi? C'est impossible de déceler un conflit d'intérêts au Parlement européen? Dans les règles actuelles, non. Dans les règles actuelles, les informations qui sont demandées sont extrêmement insuffisantes pour déceler un potentiel conflit d'intérêts. Pour la petite anecdote, nous, en tant que députés français élus de la France, on doit donner plus d'informations à la Haute Autorité de la transparence de la vie publique en France qu'aux institutions européennes. Donc à tout le moins, il faudrait un cadre similaire et ça pousse aussi la nécessité d'une autorité indépendante parce qu'à l'heure actuelle, le problème c'est que l'examen des conflits d'intérêts pour les commissaires déjà se fait sans temps, sans moyens et sans indépendance. Vous avez ce premier problème-là pour les commissaires. Et pour les parlementaires européens, alors là c'est le no man's land. Globalement, ils font ce qu'ils veulent. Et en plus de... Je ne sais pas où est-ce qu'ils trouvent le temps d'avoir une activité annexe. Il y a vraiment un côté indécent et immoral vis-à-vis des citoyens qui nous ont élus à accepter une forme de rémunération qui vient de l'extérieur et qui plus est quand ça vient d'un cadre privé, d'un institut privé, d'un lobby. Et forcément, à la fin, on répond davantage aux intérêts des lobbies qu'aux intérêts des citoyens. Et donc, moi, on en discute beaucoup avec les Verts pour faire une proposition conjointe de régulation. On va parler. Mais on aimerait aller plus loin même que limiter à 15% la part de rémunération annexe en interdisant certaines activités annexes qui n'ont pas leur place quand on est un député élu chacun dans nos pays et répondant aux intérêts des électeurs et des citoyens. Je pense qu'il faut aller davantage... Interdire carrément certaines activités, par exemple. Les revenus extérieurs. Et je pense qu'il faut réfléchir à différents types d'activités, et ça se fait d'ailleurs aux États-Unis. Autoriser éventuellement de l'enseignement ou des droits d'auteur dans une certaine limite financière et interdire des sources de rémunération annexes quand ça vient, par exemple, d'un groupe d'intérêt privé ou d'un lobby. Il faut regarder un petit peu la liste, hein, c'est super intéressant, parce que notamment, l'un des eurodéputés qui gagne le plus, un eurodéputé polonais qui s'appelle Sikorski. Je rappelle que quand même, lui, il était tombé dans un piège qui avait été tendu par la presse britannique il y a quelques années, où il avait proposé de le rémunérer pour déposer des amendements. Et il avait dit oui, ça avait été filmé, ça avait fait un scandale majeur. Il y a 3 eurodéputés qui étaient tombés dans ce piège. Je considère que les journalistes, on n'a pas à faire attendre ce genre de piège aux eurodéputés, mais ça en dit non. Il gagne chaque année, en plus de son revenu d'eurodéputé, je crois qu'en net, ça doit être aux alentours de 80 000 € par an net, j'imagine, 70 000, 80 000 €. Lui, il gagne 960 000 € de plus
par an. C'est-à-dire qu'il y a des gens... Alors, quand on regarde en plus, alors les partis politiques, ça c'est intéressant, parce qu'effectivement, on a cité tout à l'heure Guy Verhofstadt, on a vu Guy Verhofstadt, qui siège à peu près dans entre 5 et 10 conseils d'administration. Le Brexit Party aussi. Voilà, et donc pour 15 000 € par mois. Mais les partis qui se mettent le plus d'argent dans la poche, ce sont les partis qui, soi-disant, défendent le peuple. C'est-à-dire, c'est tous les partis eurosceptiques, populistes, le Front National. Alors là, un nombre de députés du Front National qui s'en mettent un maximum dans la poche. On a vu Jérôme Rivière tout à l'heure. Et ces braves gens qui se gagnent, mais vraiment qui se goinfrent à la fois dans le privé et au sein du Parlement européen, qui aussi mettent la main dans le pot de confiture avec l'affaire en piquant l'argent du Parlement européen. Je vous rappelle quand même l'affaire des assistants parlementaires européens du Rassemblement national qui n'a toujours pas été jugé d'ailleurs. C'est-à-dire que c'est incroyable. Et les gens continuent à voter pour ces partis qui se gambergent à leurs frais. Vous en avez vu des conflits d'intérêts? Gambergent à leurs frais. Des conflits d'intérêts au cours de votre carrière? Mais en soi, quelqu'un qui a des activités extérieures... Je veux dire, moi, je suis journaliste, je peux faire que journaliste. C'est légal, ils ont le droit de travailler. Moi, je suis journaliste, je peux faire que journaliste. Vous aussi, d'ailleurs, on a des intelligences sans doute très limitées. Moi, je pense que quelqu'un qui est eurodéputé et qui fait son travail, il n'a pas le temps de faire autre chose. Alors, écrire des bouquins, si, sans doute, pendant les vacances, avoir des droits d'auteur, etc., etc. Ça, il peut faire ça. Mais des gens qui prétendent être à la fois avocats et parlementaires européens, ça n'est juste pas possible. Personne n'est obligé de se faire élire député européen. Je dis bien personne. S'ils veulent gagner l'argent, vous allez soutenir notre proposition? Ah mais à fond. Sylvie Guillaume. Moi, je suis un torquemada là-dessus. Je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'on ne peut pas considérer le boulot, la fonction de député européen comme étant un truc marginal par rapport à une autre activité qu'on puisse cumuler à côté. Moi, je ne sais pas comment ces gens font. Mais ça veut dire que d'une certaine manière, ils décident qu'ils ne sont pas législateurs, qu'ils ne s'occupent pas de dossiers réellement importants, qu'ils ne bossent pas réellement. Dans le cadre du Parlement européen. Et donc, ça renvoie aussi à une certaine attitude assez française où on considère que le Parlement européen sert un peu de voie de garage pour un certain nombre de personnes qui attendent autre chose. On a quand même quelques exemples assez partagés, d'ailleurs, selon les formations politiques, dans cette maison. Donc, petit 1, je crois vraiment qu'il faut se consacrer au mandat. 2, ça dépend. Si on veut réglementer, il faut qu'on réglemente correctement. Effectivement, des droits d'auteur ou de l'enseignement, je considère que c'est extrêmement différent. Encore que certains ont des droits d'auteur ou pas, apparemment, d'après ce que j'ai vu. Troisièmement, il y a la capacité dans le comité consultatif de faire, qui est dans votre reportage, de faire une sorte d'enquête. Ce à quoi vous avez fait allusion tout à l'heure, c'est la capacité de jury, de la commission jury en initiale. C'est la première fois que le jury fait ça. Donc il faut évidemment donner plus de pouvoir à ce que le jury puisse mieux... La commission des affaires juridiques. Oui, pardon. On parle à des gens de la bulle. Je termine simplement. Mais le comité consultatif qui a repéré des conflits d'intérêts et qui est là à un pouvoir d'enquête, à un moment donné, transmet au président. Et le président, qu'est-ce qu'il a fait ces dernières années? Il n'a pas donné. Il n'a pas Vous avez donné été vice-président, il y a eu aucune sanction. Pourquoi 24 cas depuis 2014? Oui, c'est bon, on a tous entendu. Simplement, les vice-présidents du Parlement européen ne sont pas dans le comité consultatif, en tout cas, et ne prennent pas la décision. C'est le président seul qui la prend. Comment vous l'expliquez? Donc il faut changer. Pour l'instant, la règle est celle-ci. Je pense que le président précédent, et peut-être le précédent encore, n'ont pas voulu faire de vagues quand il s'agissait d'un tel ou tel. Donc il ne faut pas que ça soit dans la main d'une seule personne, j'allais dire d'un seul homme, ou d'une seule personne. Donc ce comité travaille. À mon avis, il a plutôt fait bien son boulot. Il a repéré des choses qui n'étaient pas acceptables. Et à un moment donné, c'est porté au président qui dit « Bon, finalement, on ne va pas faire de vagues. Il faut que ça change. » Et le problème, en fait, c'est qu'il y a un conflit d'intérêts dans l'examen des conflits d'intérêts. Moi, je l'ai vu au sein de la commission des affaires juridiques. Vous demandez à des députés qui appartiennent à des camps politiques, à des groupes politiques, de défendre ou descendre un député de leur même groupe politique. Et là, c'est pour ça que ça pose un problème fondamental d'indépendance et ça pousse à la nécessité de la création d'une autorité indépendante qui serait en charge de l'examen et de l'analyse et de l'enquête et d'investigation potentielle quand c'est nécessaire. Mais dans votre registre, ça veut dire que la nouvelle formule de la commission juridique qui examine le conflit d'intérêts au démarrage, elle a plus de pouvoir ou moins... Je pense que la commission des affaires juridiques, il faut qu'elle soit associée en donnant des lignes directrices, notamment qu'est-ce qui est considéré comme un conflit d'intérêts ou pas, parce que la définition est encore assez floue. Et même si on demande aux gens qui nous regardent, ils se disent mais conflit d'intérêts, c'est quoi? Et au bout d'un moment, il faut un cadre indépendant avec des personnes
auquel vous croyez à l'indépendance. Parce qu'on s'est retrouvé, moi, pour avoir assisté au débat, honnêtement, dans des débats lunaires, vous avez la droite qui défend les candidats du PPE, donc le groupe européen de la droite, les socialistes qui défendent les socialistes, ou alors qui sont mal à l'aise et on essaie de les protéger en demandant un vote secret. Enfin, c'est complètement lunaire. Et je le dis d'autant plus que moi, je suis à l'aise en faisant partie d'un groupe qui n'avait pas de candidat de commissaire. Mais je ne dis pas pour autant que c'est à moi de décider et à mon groupe de décider. Je dis juste qu'il y a un conflit d'intérêts dans l'examen des conflits d'intérêts. Je pense qu'il faut distinguer très clairement les activités extérieures du conflit d'intérêts. D'abord, vous pouvez avoir des conflits d'intérêts sans être payé. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont ici dans ce Parlement, qui sont le porte-voix de lobby. Et on voit bien les amendements qui ont été déposés. Par exemple, vous avez des exemples pratiques, Sylvie Goulard. Sylvie Goulard. Elle a déposé des amendements aux directives bancaires qui étaient des amendements qui étaient portés par le lobby bancaire allemand. Bon, c'est une réalité, voilà. Il y a des gens comme ça. Donc déjà, ça, c'est un conflit d'intérêts qui pourrait être réglé par cette autorité indépendante. Mais je pense que plus généralement, c'est les activités annexes en soi qui, à mon avis, sont porteuses de conflits d'intérêts. C'est-à-dire qu'il faut donc les interdire ou les réglementer ou les limiter. Moi, je suis désolé. Pour l'instant, c'est autorisé. Hein. Oui, un député européen qui est avocat en même temps, c'est juste pas possible. C'est déontologiquement pas possible. Alors les gens vous disent, l'argument habituel que j'entends tout le temps, c'est « oui, vous comprenez, parce que moi je suis dans le privé et donc il faut que je puisse revenir dans le privé à la sortie ». Alors moi je connais des médecins par exemple qui, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien ils vont travailler une fois par semaine dans leur hôpital gratuitement. Voilà. Et bien l'avocat, il va faire un truc dingue, l'avocat d'affaires, il va faire du prodéo gratuit, il va aller défendre les pauvres. Et comme ça pendant 5 ans. C'est pire que ça, parce que les avocats, alors j'ai rien contre en particulier, mais ils ont bloqué l'accord interinstitutionnel qu'on était en train de négocier avec la Commission et le Conseil sur le registre de transparence parce que leur situation n'était pas compatible avec cette discussion interinstitutionnelle. On y a passé 4 ans. Et notamment, les avocats qui étaient bien représentés dans cette discussion interinstitutionnelle ont bloqué ce dispositif. Il faut le rappeler, depuis juillet dernier, les eurodéputés doivent déclarer leur rendez-vous avec des lobbies. Uniquement les rapporteurs. Les rapporteurs, les présidents de commission, donc lors d'une négociation sur un texte législatif. Est-ce que ça marche ? Mais c'est pas du tout l'ensemble des députés. Donc, si vous voulez, moi, quand j'arrive ici au Parlement, il se trouve que je rends public mon agenda chaque semaine. Mais pour n'importe lequel des 751 députés... Vous êtes sollicité par des lobbies, vous? Mais en permanence, à tel point que j'en ai fait une petite vidéo hebdomadaire où le coin des lobbies, et je m'amuse à sélectionner chaque semaine l'ambassade d'Arabie Saoudite qui insiste et qui veut parler à quel point la vente d'armes est bien, le Business Europe... C'est bien, ça prouve qu'au moins l'Arabie Saoudite parle aux femmes. Oui, c'est une bonne remarque. C'est exactement ce que je devrais leur répondre. Business Europe, qui est l'équivalent du MEDEF européen, qui veut nous dire à quel point baisser les impôts des grandes entreprises, c'est formidable. Des climato-sceptiques à l'appel, qui nous disent à quel point le changement climatique n'est pas une réalité. On est submergé. Et pourtant, en étant présidente du groupe de la gauche européenne, je pense que je n'étais pas forcément la cible privilégiée. Alors j'imagine pour ceux qui sont au centre de l'échiquier politique. Très rapidement, les solutions. Donc plafonnement des revenus additionnels, 15%, ou et création d'une haute autorité de transparence de la vie publique à la française pour les institutions européennes. Ça, la présidente de la Commission le veut. C'est bon? Ou alors interdiction carrément? Vous savez, c'était pas gagné parce que quand on a demandé un débat, à ce que se tienne un débat sur le sujet en session plénière, l'ensemble des autres groupes au début étaient opposés, on a réussi à l'arracher. Maintenant, de là à ce qu'on obtienne un accord, on va se battre pour cette autorité indépendante et pour cette interdiction des rémunérations annexes. Mais j'espère que les autres groupes qui ont beaucoup parlé vont voter quand il s'agira de mettre en place ces mesures. Et puis, on peut trouver aussi d'autres choses, on peut compléter aussi tout cela. Il y a ce qu'il s'appelle une empreinte législative. Quand vous êtes rapporteur et que vous rencontrez des gens pour former votre point de vue, ce qui, a priori, n'est pas critiquable en soi, il faut que vous puissiez, au bout, indiquer qui vous avez vu et comment ça a influé sur votre décision. Voilà, ça fait partie des choses aussi qu'on peut développer. Ce sera le mot de la fin. Merci à vous trois d'avoir accepté mon invitation. C'était très instructif. Merci à vous de nous avoir suivis. Et bonne suite des programmes sur les chaînes parlementaires.